Après avoir terminé l'exposé de la représentation vectorielle dans l'essentiel cours, maintenant on passe à une application bien particulière à ces notions, à savoir la série de Fourier. Donc on suppose qu'on a un espace de Hilbert. Donc un espace de Hilbert, c'est quoi? C'est un espace de fonctions ou bien de signes de cas intégrables plus un produit scalaire. Donc l'espace E1, c'est l'espace des signaux à énergie finie, de durée finie. Et l'espace E2, c'est l'espace des signaux périodiques ayant une énergie finie sur la période T. Donc on passe de l'espace E1 vers E2 par une périodisation. Et on passe de E2 des signaux périodiques vers les signaux E1 par une restriction. Périodisation, une T-périodisation ici. C'est-à-dire le signal, on va le dupliquer à intervalles réguliers égal à T. Et si on veut créer le signal appartenant à E1 à partir de E2, on va restreindre le signal périodique sur une durée précise qui est égale à T. Donc, périodisation pour passer de l'espace E1 vers l'espace E2 et une restriction pour le passage de E2 vers E1. Comme on a pu le voir dans les anciens cours, dans l'espace euclidien à 3 dimensions, un vecteur V peut être écrit sous forme d'une combinaison linéaire des vecteurs de base I, J, K. On a pu généraliser la même notion d'espace vers l'espace vectoriel de dimension n, c'est-à-dire un signal x de t de dimension n. On peut associer un vecteur x bar de composante alpha 1 jusqu'à alpha n. Et de même, on peut représenter le signal x de t avec une base psi k et des composantes alpha k, c'est-à-dire une combinaison linéaire identique à celle-ci. Mais ici, la base ne sont pas des vecteurs, mais c'est des fonctions. Donc, une fonction peut être écrite sous une combinaison linéaire de fonctions, un vecteur peut être écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de vecteurs. On va utiliser le même procédé pour représenter un signal x de t sous une forme d'une combinaison linéaire infinie, c'est-à-dire k allant de moins infini à plus infini, de certains coefficients alpha k et d'une certaine base psi de k. Développement. En série de Fourier. Dans le développement de série de Fourier, les psi k ont une forme bien précise. C'est des fonctions exponentielles complexes de cette forme. Ces fonctions de base sont orthonormées, c'est-à-dire psi k, psi L avec un différent de L au scalaire égale à 0 et psi k au scalaire égale à 1. Donc le développement en série de Fourier, c'est quoi? C'est l'utilisation d'une base orthonormée de cette forme, c'est-à-dire sous forme d'exponentielle complexe. Orthonormée bien sûr, c'est-à-dire produit scalaire entre deux fonctions différentes égale à 0, produit scalaire et fonction avec elle-même égale à 1. Et on peut écrire la relation développement en série de Fourier comme suit. Donc les x de t, c'est la combinaison linéaire de alpha k plus la base orthonormée. J'essaie de modifier la notation en mettant cette modification. Donc xk égale ce produit alpha k divisé par racine t. Et on aura la forme suivante. Pour le développement de série de Fourier est le suivant. C'est la sommation sur les k appartenant à z, c'est-à-dire le signal est de dimension infinie. Xk exponentielle
J de pi k sur t de t, avec xk égale 1 sur t d'intégrale T1, T2, intervalle de définition d'ici on veut 2, x de t exponentielle moins j de pi k de t dt. Donc ça, c'est un produit scalaire de quoi, de x de t et la fonction de base psi de k de t. Et pourquoi c'est vrai? Pourquoi? Parce que psi k est une base autonome. Rappelez-vous que si la base n'était pas orthonormée, il faut passer par l'écriture matricielle. Donc A alt égale matrice moins 1 comme vecteur. Donc puisque la base est orthonormée, ça va simplifier. Donc les coefficients optimaux qui sont les xk ici sont définis que par un produit scalaire. Une remarque importante à propos du développement en série de Fourier, l'égalité x de t égale sommation xk exponentielle est vraie pour les signaux E1 de durée finie que dans l'intervalle T1, T2. Et cette égalité pour les signaux E2 périodiques valables dans l'intervalle ou bien dans l'ensemble derrière. Donc, puisque la série de Fourier est une somme infinie, en général, il faut étudier sa convergence. C'est-à-dire si cette valeur est une valeur finie. Pour assurer la convergence de cette série de Fourier, c'est-à-dire pour que x de t soit décomposable sous cette forme, c'est-à-dire le signal x de t, on peut décomposer en série de Fourier, ou bien vérifier si la série de Fourier existe ou non, il faut que x de t ne présente pas de discontinuité. Si discontinuité existe, elle doit être du premier espèce et non pas du deuxième espèce. Un exemple de signal discontinu de première espèce, la discontinuité, c'est une interruption du signal, un point T0. Donc ici, T0 est un point de discontinuité de première espèce. Dans ce cas, la série de Fourier existe. C'est-à-dire x de t, je peux la décomposer sous cette forme. Le deuxième cas possible, c'est la discontinuité de seconde espèce, c'est-à-dire le signal est de cette forme. Il a deux limites infinies au point T0. Ça, c'est une discontinuité de deuxième espèce. Pour les signaux présentant une discontinuité de seconde espèce, la série de Fourier n'existe pas. C'est-à-dire x de t n'a pas un développement sous cette forme. Une chose à préciser, c'est que si le signal présente une discontinuité de première espèce, la valeur pour laquelle la série de Fourier converge au point de discontinuité est la suivante, c'est-à-dire c'est la somme des limites supérieures et inférieures au point inférieur à 0 divisé par 2. On peut calculer la puissance moyenne des signaux périodiques qu'on a nommé x de t appartenant à l'espace E2 des signaux périodiques, soit par l'expression suivante p de x égale 1 sur t intégrale de 0 à t x de t modulo carré de t, ou bien d'une façon directe à travers les coefficients de série de Fourier, c'est la sommation sur les cas, une somme infinie, des modules au carré des coefficients de série de Fourier. Donc ça, c'est les coefficients de série de Fourier du signal périodique x de t. Il faut noter ici que j'ai utilisé un intervalle de longueur t. Donc, puisque le signal est périodique, donc soit j'utilise l'intervalle T1 à T2,
ou bien tout simplement j'utilise un intervalle de longueur t égale à t2 moins t1. Ça va changer pourquoi? Parce que le signal est périodique. Avant d'entamer l'exemple suivant de calculer les séries Fourier, on définit la fonction rect t sur 2 en mettant une fonction autour de la position 0 et du nombre d'intervalles égal à t sur 2. Si par exemple cette fonction je la décale d'une grandeur égale à t vers la droite, donc c'est en retard, ça s'écrit rect t moins grand t, j'aurai ce décalage. Si par exemple on avait un plus ici, c'est-à-dire on avance, plus t, le décalage sera dans le sens inverse. Ça c'est plus, ça c'est moins. Donc notre signal, puisque c'est une somme de fonctions décalées, avec k pouvant être positif ou négatif, donc si k est positif, on aura le décalage dans ce sens. Si k est négatif, le décalage sera dans ce sens. C'est-à-dire les fonctions décalées dans le de l'action. Donc x de t, c'est une périodisation de la fonction rect. Donc x de t appartient à l'ensemble E2. Rect appartient à l'ensemble des fonctions hiérarchie finie E1. Donc la périodisation du rect donne un signal périodique. La restriction du signal x de t sur l'intervalle moins t sur 2 donne un signal rect. Donc ce signal périodique, je peux le développer en série de Fourier comme suit. C'est xk exponentielle j de pi k sur la période t. Donc cette égalité, puisque le signal est périodique, elle est valable pour k que soit t appartenant à R. Pour toutes les valeurs de t, on a cette égalité entre cette sommation et cette expression. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est calculer le coefficient de série de Fourier. Le coefficient de série de Fourier, comme on l'a défini, c'est 1 sur t intégrale sur les périodes. Donc soit 0t ou bien moins t sur 2, x de t exponentielle moins j de pi k sur t, dt. Donc si vous vous rappelez, le signal périodique au centre, le signal il est non nul pour cette longueur, de la valeur 1. Donc x de k se simplifie, c'est 1 sur t l'intégrale de moins t sur 4, t sur 4, 1, exponentielle moins j de pi k sur t, dt. Bien sûr, l'intégrale, ce sera 1 sur j de pi k exponentielle j de pi k sur t, t sur 4, moins exponentielle moins j de pi k sur t, t sur 4. Et ça va donner la valeur suivante, c'est 1 sur pi k sinus pi k sur 2. Donc ça, c'est la coefficient de série de Fourier du signal périodique, comme on a déjà illustré. Donc coefficient série de Fourier de x de t. Donc le signal x de t, il a une expression exacte égale à ça, et une expression sous forme de série de Fourier comme ça. Donc ces deux écritures sont identiques. Et par contre, si x de t, je la limite à une somme finie, par exemple, k égale de moins m à plus m, xk exponentielle j de pi k sur t de t. Donc ça est une approximation de x de t. C'est-à-dire de quadratique moyenne, elle sera différente de 0. Si on trace dans le schéma les deux symboles, c'est-à-dire x de t et son approximation, je les mets sur une période bien sûr, donc ça c'est x de t en t sur 4 moins t sur 4, bien sûr l'autre partie je ne vais pas la représenter,
est limité à une période. Donc en noir, c'est x de t. L'approximation, elle aura cette allure. Ça, c'est x tilde de t. Donc plus, si j'essaie d'augmenter m, ça va quoi? Ça va réduire l'erreur quadratique moyenne. Et m va s'approcher de x lorsque m va augmenter. Donc c'est ça. Donc l'utilité de la développement circuit, vous voyez, c'est représenter l'information d'une façon différente, c'est-à-dire sous forme de sommation. Et si je veux réduire ou bien compresser la représentation de ce signal, je peux limiter le nombre de coefficients utilisés dans cette sommation à un nombre égal à 1. Donc x de t, c'est le signal exact, x tilde, c'est l'approximation issue de la truncature de la série de Fourier. Généralement, pratiquement, on va utiliser des approximations. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des sommes infinies.